Bien, eh bien, bonjour, docteur Bernard Milron. Bernard, on est heureux de t'accueillir aujourd'hui. Tu es pneumo-oncologue, tu es exercé à l'hôpital Tenon et tu connais très bien les problèmes de dépistage des cancers, cancer du poumon bien sûr en priorité, mais aussi de l'ensemble des cancers. Et nous avions donc quelques questions à te poser. Yves, je te laisse la parole. Oui, ben écoutez, ça va tourner autour de ceci, c'est-à-dire que le dépistage des cancers, je pense on en fait on en fait souvent état avec comme objectif l'amélioration de la survie des patients ou la qualité de vie des patients dans certains cas. Il y a certaines études randomisées, en fait plusieurs, qui ont été conduites dans plusieurs types de cancers. Bon, c'est certainement le cancer du sein, la prostate, côlon, poumon, etc. Vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Et il y a un article du JAMA qui conclut ceci, et je ne l'ai pas traduit. Je vais le lire en anglais. The finding of this meta-analysis suggests that current evidence does not substantiate the claim that common cancer screening tests save lives by extending lifetime, except possibly for colorectal cancer screening by sigmoidoscopy. Ma première question, c'est celle-ci. D'où vient cette différence, cette dichotomie, cette discordance entre les préconisations d'organismes officiels nord-américains ou européens et les conclusions de cette étude? Alors, il y a beaucoup d'explications à cette conclusion divergente, effectivement, avec les recommandations de beaucoup de pays, vous le savez, dans la mesure où le critère de jugement qui est pris pour euh, apprécier l'efficacité du dépistage dans des études randomisées, par exemple, où on compare rien ou un examen standard à un autre examen, comme par exemple dans le cancer du poumon, le scanner faiblement dosé à une radiographie pulmonaire ou à rien. Eh bien, dans ces études, le critère de jugement est la mortalité spécifique. C'est-à-dire que c'est la réduction du risque de décès par la maladie que on prend en compte. Or, l'article du JAMA, qui a fait beaucoup de bruit et qui a été beaucoup relayé en France ces dernières, enfin, au début, juste après sa parution au mois d'août, début de septembre, cet article traite exclusivement de la mortalité globale. Alors, pourquoi la mortalité globale? Alors, si on réfléchit, c'est une discussion qui existe depuis 20 ans et probablement plus, et notamment qui a été menée dans le cancer du sein. Un certain nombre de méthodologistes, de médecins de santé publique, ont dit attention, ça n'est pas un bon critère de prendre la mortalité spécifique, il vaut mieux prendre la mortalité globale parce que on peut imaginer que certains traitements diminuent la mortalité spécifique en guérissant le malade du cancer, mais que ces investigations qui sont faites et ces traitements vont induire une morbidité et même une mortalité qui n'est pas négligeable, et donc modifier la courbe de survie. Donc, ils nous disent, quand vous prenez comme critère la mortalité spécifique, vous n'avez pas un bon reflet de l'efficacité du dépistage, il faut prendre la mortalité générale. Alors, il est vrai qu'un certain nombre de dépistages, et surtout, pas tellement de dépistage, mais surtout d'investigations qui découlent du dépistage, sont susceptibles d'entraîner une morbidité et une mortalité. Si on reste dans l'exemple du cancer du sein, si vous trouvez chez une dame de 83 ans, enfin 83 ans, c'est plus dans les critères du dépistage, mais disons chez une dame âgée, si on trouve chez une dame âgée un petit cancer qui s'avérera être a posteriori ces cancers qu'on appelle in situ, c'est-à-dire ces cancers objets d'un surdiagnostic, c'est-à-dire ces cancers qui sont souvent des cancers in situ, qui n'auraient pas entraîné le décès s'ils n'avaient pas été diagnostiqués. Autrement dit, c'est l'exemple assez connu du cancer de la prostate aussi.
ou chez des hommes qu'on autopsie après une mort pour n'importe quelle cause, on trouve, vous le savez, après 80 ans, un nombre de cancers de la prostate non négligeable qui n'évoluent pas et qui ne sont pas forcément la cause du décès ultérieur, qui pourra être tout à fait différente. Alors, prendre en compte la mortalité globale dans cet objectif est effectivement légitime, mais encore faut-il qu'on puisse supposer que la maladie soit suffisamment fréquente pour que son traitement efficace soit associé à une diminution de la mortalité globale. Je m'explique, si un cancer tue 5000 personnes par an, on ne va pas, même si on le guérissait demain à 100%, on ne va pas influer sur la mortalité globale. Si un cancer tue 50 000 personnes par an, c'est déjà différent. Donc, la première chose, c'est de dire, attention, c'est très bien de parler de la mortalité globale, mais encore faut-il qu'on puisse supposer que la maladie est suffisamment fréquente dans le pays où on l'étudie pour influer sur la mortalité globale. Et vous conviendrez que cette modification de la courbe de survie, c'est donc ces effets, les modifications liées à ces effets néfastes, elle doit, si on est logique avec nous-mêmes, apparaître dans les premières années qui suivent le diagnostic et non pas ultérieurement. Or, et j'en arrive directement à l'article sur lequel je vais m'apesantir un peu plus après, mais déjà là, je suis assez surpris de voir que les auteurs ont sélectionné uniquement les études pour lesquelles il y avait un suivi d'au moins 10 ans, alors que, en général, les complications de la chirurgie du cancer du sein ou la chirurgie du cancer du poumon ou les séquelles qui sont observées, enfin, pas les séquelles, mais les accidents qui sont observés dans les 6 mois qui suivent le dépistage de ce qu'on suppose être un cancer, y compris quand il s'agit d'un surdiagnostic ou d'un faux positif ou d'un cancer réel. Alors, qu'en est-il dans le cancer du poumon? Eh bien, dans l'étude NLST, qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'est pas citée dans cette analyse, n'est pas prise en compte plus exactement dans cette analyse, elle est citée, mais les auteurs nous disent que dans la mesure où, vous savez que l'étude NLST, excusez-moi, je ne parle peut-être pas des gens qui sont tout à fait familiers avec ça, mais l'étude NLST, c'est l'étude la plus importante qui a été conduite chez 53 000 personnes, randomisée entre radiographie pulmonaire et rien, et scanner, je veux dire, pas de bras contrôle avec rien, justement. Et ce bras contrôle de la radiographie pulmonaire était justifié par le fait qu'une autre étude, l'étude PLCO, avait démontré que la radiographie pulmonaire ne faisait pas mieux ni moins bien que rien. Donc prendre la radiographie pulmonaire comme bras contrôle était une chose assez logique. En plus, on devine qu'il est quand même plus facile de proposer à un fumeur de comparer la radio à un scanner plutôt que de lui dire dans un cas on vous fera un scanner, dans l'autre cas on ne vous fera rien. Bref. Alors, dans l'étude NLST, donc, qui comparait 53 000 personnes, et vous savez que cette étude est la première qui a démontré une réduction très significative du risque de décès, de la mortalité, qui est de 20%. Dans cette étude, il y avait, dès la première publication, une réduction significative du risque de décès, de risque de décès général, hein, pas de mortalité spécifique, de 6,7%. Et donc, cette étude était, et d'ailleurs il y en a très peu, comme va le dire cette méta-analyse, il y en a très peu d'études qui montrent une réduction du risque de décès, mais dans le cancer du poumon, ça a été montré par cette étude. Alors, lors d'une deuxième mise au point, 12,3 ans après, les auteurs ont retrouvé toujours un bénéfice de survie globale, mais ce bénéfice a perdu la significativité. Donc, vous voyez, ça on confirme bien qu'il n'y a pas d'excès de mortalité générale liée à des investigations dangereuses, mais avec le temps, la mortalité par cancer du poumon et la mortalité générale se rejoignent dans les deux courbes presque, et en tout cas, il y a un bénéfice toujours, mais ce bénéfice n'est plus significatif. Alors, l'article dont vous parlez a été rédigé par des gastro-entérologues qui, je crois, sont norvégiens
et qui présente, à mon avis, plusieurs problèmes. Premièrement, il a inclus, donc c'est présenté comme une méta-analyse sur cas individuels, il a inclus des études cliniques randomisées et des méta-analyses d'études cliniques randomisées. Et manifestement, ce n'est pas une étude sur cas où on a écrit aux investigateurs pour demander leur cas, non, c'est une étude sur les données de la littérature. Et ils ont donc arrivé à mettre dans cette analyse 2 millions d'individus, dont, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il n'est pas inintéressant de noter que, contrairement à ce que laissait penser la publication lue un peu trop vite quand on ne lit que le résumé, eh bien, dans cette étude, le nombre de cancers du poumon n'est que de 20 000, c'est-à-dire que sur les 2 millions de personnes analysées, il n'y a que 20 000 cancers du poumon, ce qui, si je ne me trompe pas, représente 1%. À côté de ces cancers du poumon, il y a d'autres cancers, des cancers du sein, des cancers digestifs, des cancers de la prostate. Et les cancers digestifs, ça n'est pas pour rien si c'est écrit par des gastro-entérologues, les cancers digestifs représentent, je crois me souvenir, 57%, donc plus de la moitié des cancers. Autre problème, toujours dans ce choix des études, c'est que quand vous regardez, et là je vais faire appel à votre mémoire d'un texte que vous avez peut-être vu, qui est le texte fondateur du dépistage des cancers, qui est un texte de l'OMS qui date d'une cinquantaine d'années, à peu près, qui d'ailleurs est écrit en français. Et ce texte dit que il y a toutes les conditions pour qu'un dépistage du cancer soit réuni, et une de ces conditions est que l'examen soit simple, facile et acceptable. Est-ce que l'on peut penser qu'une endoscopie digestive peut être faite tous les ans pendant 20 ans? Et d'autre part, est-ce qu'on peut penser que ces dépenses sont prises en charge facilement par la collectivité? Non, certainement pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si la plupart des études citées ne comparent pas, comme dans le NLST, par exemple, 3 rounds ou 4 rounds, comme dans l'étude Nelson, ou 5 rounds de dépistage. Ils en comparent en général 1, voire 2, mais il n'y a pas plus qu'une ou 2 colonoscopies. Bon. Donc, ça, c'est un problème. Il y a aussi le fait, à mon avis, qu'un seul auteur a choisi les études. D'habitude, dans ce genre d'études qui font le JAMA, c'est plutôt, on a plusieurs collègues qui font la sélection des études. Et puis, alors moi, je me suis relisé là soigneusement, je me suis interrogé, peut-être que je suis passé à côté, mais je ne suis pas sûr du tout que les études comprises dans les méta-analyses soient pas parfois les mêmes que les études présentées comme des études. Et ça, c'est un vrai biais important, et je n'ai pas trouvé la réponse. Enfin, en le lisant très soigneusement, je me suis aperçu qu'il y avait aussi des erreurs plus certaines, là, concernant certaines notes. Par exemple, une référence sur le cancer du sein renvoie à des guidelines sur la mammographie, ce qui n'ont rien à voir avec ça, sur le dépistage, pardon, à des guidelines sur le dépistage, donc ce n'est pas du tout une étude clinique, ou pire, renvoie à un cancer, à la sigmoïdoscopie, à une étude de sigmoïdoscopie. Donc, vous voyez qu'il y a des erreurs qui sont quand même ennuyeuses et qui laissent à penser que ce papier a quand même un certain nombre de problèmes méthodologiques. C'est étonnant pour une revue comme le JAMA, mais le message à retenir, c'est sûrement qu'il ne faut pas lire les articles du JAMA en lisant le résumé, ou pire, en lisant les tweets qui parlent du résumé, comme on l'a fait en France à de nombreuses reprises dans ces derniers jours. Et deuxièmement, qu'il faut lire l'article en entier avec un papier et un crayon et avoir un esprit un petit peu critique, même quand c'est le JAMA. Merci. En Oui, fait, vous l'avez. pardon. Oui, juste pour conclure, après ça, je te laisse la parole, Étienne. En fait, vous l'avez bien dit, hein, c'est pas parce que ça a été écrit au JAMA que c'est sans faille. Ça, c'est la première des choses. Puis deuxièmement, ben, juste par curiosité, parce que je me souviens pas, je me souviens pas, je n'ai pas regardé.
Est-ce que vous avez à portée de la main le moment où l'article a été reçu et le moment où l'article a été accepté? Combien de temps il s'est passé, là? Alors, c'est écrit où dans Venma? Ça, à la fin? Habituellement, c'est sur la première page. Je suis sur l'article C'est là. sur la colonne à gauche, habituellement. Non, je ne vois pas. Bon, Alors, ben, premier. écoutez, parce qu'il y a ça aussi, hein, je veux dire, on l'a Ouais. noté là, lors de la COVID. Bon, c'était pas des articles du JAMA, mais on l'a noté que l'acceptation parfois se fait trop rapidement et puis il se glisse des erreurs de révision. OK, Étienne, je te passe la parole. Oui, je vais pas. Accepté pour publication le 14 avril et publié en ligne le 28 avril, mais il n'y a pas la date de réception. Donc, je ne vois pas. Hmm. Non, enfin, Bernard, tu as bien expliqué les choses. Le débat sur la mortalité spécifique et la mortalité globale, c'est un vieux débat. Il est clair que plus on s'éloigne de la période de dépistage, plus la mortalité globale risque d'être peu influencée par une méthode de dépistage. Mais je trouve très grave même de dire que on ne tient pas compte de la mortalité spécifique. C'est à peu près comme si, pour prendre un exemple peut-être que les gens peuvent comprendre plus facilement, en France, il y a 15 ans, 20 ans, il y avait 10 000 morts par an sur la route d'accidents de voiture. Aujourd'hui, on en est en gros à 3 000. Ça n'a rien changé sur la mortalité globale de la population française Oui, bien sûr. entre 35 et 75 ans. Ça n'a rien changé du tout. Pour autant, doit-on dire que ça sert les limitations de vitesse et les contrôles, etc., ça ne sert à rien? Ça me paraît très grave. Et je trouve que c'est un peu la même chose pour les cancers, c'est-à-dire c'est aller un peu vite en jetant, disons, le bébé avec l'eau du bain, avec des conséquences qui sont quand même très lourdes. Est-ce que tu es d'accord avec cette... C'est Tout non à fait. seulement L'exemple est très bien choisi. Ouais. montrer que ça n'est pas bénéfique, en même temps, enfin, c'est détruire une possibilité de traitement qui a une efficacité peut-être limitée dans le temps, peut-être limitée à 10 ans, etc., pour le cancer du sein, etc., mais quand même, quand même. Non, je pense que si je vais être un peu plus fort que je l'ai été, je pense que là, il y a une véritable volonté d'avoir une étude négative, notamment, comme tu l'as très bien dit, si on veut démontrer un effet des investigations, des faux positifs, etc., sur la mortalité, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans. Au contraire, le fait d'attendre 10 ans fait qu'on risque justement de montrer que c'est négatif. Oui, Donc, tu as tout tout à à fait fait. dit, c'est tout à fait vrai. Donc, finalement, vous êtes totalement contre l'idée que le dépistage doit être abandonné. Je pense qu'il faut continuer à dépister. Puis il faut peut-être tenir compte de ces deux variables-là, c'est-à-dire la mortalité spécifique directement reliée dans des temps rapprochés par rapport au dépistage. Et puis peut-être que regarder aussi la mortalité globale tout en sachant qu'effectivement, plus tu t'éloignes du dépistage, plus les chances que tu aies un effet plus les chances que tu aies un effet sur la mortalité globale s'estompent. Et plus la maladie est fréquente aussi. Et plus la maladie est fréquente aussi, exactement. Exactement. OK. Alors, oui, Étienne, est-ce que tu veux reprendre la parole? oui, enfin, le temps passe et c'est peut-être difficile de revenir sur cet article. Ça montre bien que une revue peut chercher à améliorer son impact factor parce que cet article va être cité indéniablement. Il va être cité pour dire qu'il est bien, qu'il n'est pas bien, etc. Mais il va être repris dans les prochaines études. Euh, la- je veux dire, l'impact factor, ça pose tout de même un problème. Et ça, c'est un autre débat. Mais pour revenir à la question du dépistage, Bernard, moi, je voudrais te poser la question. Si j'étais, parce qu'on a un public, disons, francophone avec des pays à différents niveaux de revenus, si j'étais à Abidjan ou si j'étais à Dakar, je me poserais la question du dépistage, a fortiori après une étude comme celle-ci. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors, je pense que la démonstration de bénéfices induits par un dépistage canographique du cancer du poumon, elle est faite, c'est plus la peine de revenir en arrière, elle est faite. Ok.
Je pense que le problème majeur du dépistage du cancer du poumon par scanner low-dose, comme de tous les dépistages, même comme de l'hémoculte, même comme la mammographie, c'est l'adhésion au dépistage. Je suis en train de relire une petite étude française qui a été faite dans le département de la Somme par un collègue qui a eu le courage, alors que ça était contre les recommandations de la Haute Autorité de Santé à cette époque-là, il a eu le courage de faire une étude départementale et où il y a un millier de personnes à peu près, mais qui est très bien faite et qui est terminée maintenant. Et je voyais ce chiffre qui m'a interpellé quand même. 1300 personnes ont dit à un médecin généraliste ou pneumologue, d'accord, je fais le dépistage, et 900 et quelques, ou 1000 et quelques, enfin 75% seulement ont été passés le premier scanner. Et après ça, le deuxième, c'était 40%, et le troisième, c'est 20%. Et dans toutes les études nord-américaines, vous allez avoir un papier dont je reparlerai peut-être une seconde si j'ai le temps de l'heure, qui est un papier de Chest du mois d'août aussi, qui a l'intérêt de parler à partir du fichier de Medicare, de parler de plus d'1 million d'Américains qui ont été soumis au dépistage. Vous savez que les autorités de santé ont imposé l'ouverture d'un fichier et la rentrée des données des malades qui étaient dépistés, mais on voit qu'on est encore très très loin d'une adhésion au dépistage. Bref, si je suis dans un pays qui a des problèmes économiques, mais tous les pays ont des problèmes économiques à un degré différent, mais si j'étais dans un pays qui a un peu de problème économique, je regarderais déjà l'épidémiologie de la maladie. Il n'est pas certain qu'elle soit la même, que le tabagisme soit le même et que l'épidémie soit le même. C'est clair que plus une maladie est fréquente, plus la mortalité est élevée, plus on a envie de faire du dépistage. Deuxièmement, j'essaierai de regarder un peu quel est le coût, le rapport bénéfice-risque, quel est le coût du dépistage et quel est le rapport bénéfice-risque. Et puis, troisièmement, j'ai un message à faire passer aussi, c'est que si on n'a pas du tout les moyens de faire un dépistage organisé, et si on veut faire qu'un dépistage, vous savez que ce dépistage qu'on appelle opportuniste, c'est-à-dire que je vais prendre ma tension chez mon médecin, il me demande si je fume, je réponds oui, je fume, et à ce moment-là, on me dit tiens, vous devriez faire un scanner faiblement dosé. C'est ça le dépistage opportuniste. Eh bien, si on ne fait que du dépistage opportuniste, c'est pas inintéressant de constater que je crois que c'est dans l'étude justement je ne sais plus dans quelle étude, enfin une étude que je lisais tout récemment, que vous savez qu'on a à peu près dans les grandes études 1,2 ou 1,4% de cancer du poumon. Eh bien, chez les malades, dans l'étude dont je parle, excusez-moi, je ne me souviens plus laquelle, mais ça n'a aucune importance, le fait d'avoir un premier scanner négatif rend la probabilité d'avoir un cancer du poumon que de 0,2%. Donc déjà, mon message, c'est de dire déjà, si on faisait déjà du dépistage opportuniste aux fumeurs, grands fumeurs, ayant les critères du NLST, hein, c'est-à-dire ayant fumé au moins 20 cigarettes par jour pendant au moins 20 ans, puisque le seuil a été abaissé après par l'USPSTF, mais déjà 20 paquets années, ou les gens qui ont arrêté depuis moins de 10 ans, eh bien là, je pense qu'on, moins de 15 ans dans d'autres études, mais enfin de cet ordre-là, je pense que déjà si on faisait un seul scanner low-dose, ça ne serait déjà pas rien. Mais tu as dit au début que tu as rappelé les consignes de l'OMS qui remontent à longtemps. Ça suppose une méthode non invasive avec un rapport coût-efficacité intéressant. C'est-à-dire que encore si tu trouves des nodules pulmonaires, encore faut-il pouvoir les gérer, pour ce qui concerne le cancer du poumon, avoir une chirurgie thoracique derrière, etc. Bien sûr, bien sûr. Et là aussi, la gestion est très importante. Je vous rappelle que dans un LST, il y avait plus de 25% de nodules qui n'étaient pas des... Non, plus de 25% de nodules qui n'étaient pas des cancers et seulement 1,2% de cancers, donc beaucoup de nodules qui ne sont pas des cancers. Dans l'étude Nelson, où il a été donné une façon de faire différente qui fait appel à l'évolutivité du nodule, c'est-à-dire on regarde par un seul deuxième scanner et pas des dizaines de scanners intermédiaires, mais un seul, on calcule le temps de doublement et on agit différemment selon la vitesse d'évolution. Et bien, avec cette façon de faire, on trouve infiniment moins de faux positifs.
Donc, cette gestion des nodules, cette problématique a été bien réglée par l'étude Nelson. Très bien. Ben, je Écoutez, crois que je pense que oui. vous avez été d'un secours important. Moi, ce que je retiens au-delà des données, ben, c'est pas parce que c'est publié dans une revue de haute qualité, de haut niveau, de haut standard que nécessairement ces revues-là sont à l'abri des erreurs, soit des erreurs comme celles que vous avez détectées là, ou d'autres types d'erreurs plus flagrantes. Étienne, si tu n'as pas d'autre chose à ajouter, je voudrais remercier le professeur Milleron pour son temps. Et je vous dis à la prochaine et je vais cesser l'enregistrement.